Les zoos, ces parcs qui attirent des millions de visiteurs chaque année, se présentent souvent comme des arches de Noé modernes, des sanctuaires dédiés à la conservation des espèces menacées. Mais derrière les vitres et les enclos, quelle est la réalité de la vie pour ces animaux? Les zoos sont-ils vraiment les champions de la biodiversité qu'ils prétendent être, ou ne sont-ils que des prisons dorées pour le divertissement des humains? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce débat complexe et passionnant. Accrochez-vous, car nous allons soulever des questions qui pourraient bien changer votre regard sur votre prochaine visite au zoo. L'argument principal en faveur des zoos est leur rôle dans la conservation. Face à la destruction des habitats naturels, au braconnage et au changement climatique, de nombreuses espèces sont au bord de l'extinction. Les zoos, grâce à leur programme d'élevage en captivité, affirment offrir une dernière chance de survie à ces animaux. Des espèces comme le Rix d'Arabie ou le condor de Californie ont été sauvées de l'extinction grâce à de tels programmes, avant d'être réintroduites avec succès dans leur milieu naturel. C'est un argument puissant et indéniablement positif. Ces réussites prouvent que, dans certains cas, la captivité peut être un outil essentiel pour préserver le patrimoine génétique d'une espèce. Les zoos jouent également un rôle crucial dans la recherche scientifique. Étudier les animaux de près, dans un environnement contrôlé, permet aux biologistes et aux vétérinaires de mieux comprendre leur physiologie, leur comportement et leurs besoins. Ces connaissances sont précieuses, non seulement pour améliorer le bien-être des animaux en captivité, mais aussi pour développer des stratégies de conservation plus efficaces pour leurs congénères sauvages. La recherche sur les maladies, la reproduction ou la nutrition a des applications directes sur le terrain. Enfin, les zoos se positionnent comme des lieux d'éducation et de sensibilisation. En permettant au public, et notamment aux enfants, de voir des animaux qu'ils ne rencontreraient jamais autrement, ils espèrent créer un lien émotionnel. Ce lien est censé inspirer le respect de la nature et la volonté de la protéger. Les panneaux d'information, les ateliers pédagogiques et les discours des soigneurs visent tout à éduquer les visiteurs sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? Malgré ces arguments, une ombre immense plane sur le monde des zoos, la question du bien-être animal. Peut-on vraiment prétendre protéger une espèce tout en faisant souffrir ses représentants individuels? Un enclos, aussi grand et bien aménagé soit-il, ne pourra jamais remplacer la complexité et l'immensité d'un habitat naturel. Imaginez un grand félin dont le territoire naturel s'étend sur des centaines de kilomètres carrés, confiné dans un espace de quelques centaines de mètres carrés, ou un oiseau capable de voler sur de longues distances, enfermé dans une volière. Cette privation d'espace et de liberté est une source de stress et de frustration immense pour les animaux. Cette souffrance psychologique se manifeste souvent par des comportements stéréotypés. Ce sont des gestes répétitifs, sans but apparent, que l'on n'observe que très rarement dans la nature. Un grand singe qui régurgite sa nourriture pour la manger à nouveau, un ours qui fait les 100 pas en suivant toujours le même trajet, ou une girafe qui lèche les murs de son enclos. Ces comportements, appelés zoochosis, sont considérés par de nombreux experts comme des signes de détresse psychologique profonde, similaires aux troubles obsessionnels compulsifs chez l'humain. Ils sont la preuve tangible que l'environnement du zoo ne parvient pas à combler les besoins comportementaux fondamentaux de l'animal. De plus, la composition des groupes sociaux dans les zoos est souvent artificielle. Dans la nature, les animaux choisissent leurs partenaires et vivent au sein de structures sociales complexes. En captivité, ces groupes sont formés par les humains pour des raisons de gestion et de reproduction, sans tenir compte des affinités naturelles. Cela peut entraîner des tensions, des conflits et un stress social constant pour les individus. Les animaux sont contraints de cohabiter avec des congénères qu'ils n'auraient jamais choisis dans la nature, ce qui peut mener à l'isolement ou à des agressions. Revenons à l'argument de la conservation. Si les réussites sont mises en avant, elles restent malheureusement une exception plutôt qu'une règle. La grande majorité des animaux présents dans les zoos appartiennent à des espèces qui ne sont pas en danger d'extinction. Beaucoup d'animaux, notamment les plus charismatiques comme les grands primates, les éléphants ou les grands félins, sont extrêmement difficiles à réintroduire dans la nature. Ils n'ont pas appris les compétences de survie essentielles, comme la chasse, la recherche de nourriture ou la méfiance envers les prédateurs, compétences qui se transmettent de génération en génération à l'état sauvage. Pire encore, le surplus d'animaux nés en captivité pose un problème éthique majeur. Que faire des individus qui ne sont plus utiles au programme d'élevage ou qui ne trouvent pas de place dans d'autres zoos? La gestion de ces animaux excédentaires est un aspect sombre et souvent caché de l'industrie zoologique. L'argument de l'éducation est lui aussi à nuancer. Une visite au zoo dure en moyenne quelques heures. Les visiteurs passent souvent moins d'une minute devant chaque enclos, le temps de prendre une photo. Le message de conservation est-il réellement entendu et intégré dans ces conditions? Voir un animal apathique ou présentant des comportements stéréotypés envoie un message totalement contre-productif. Cela peut banaliser la captivité et donner une image faussée et irrespectueuse de la faune sauvage.
On apprend peu de choses sur le comportement naturel d'un animal en l'observant dans un environnement qui le contraint et le stresse. Alors, que penser de tout cela? La question n'est pas de savoir si les zoos sont bons ou mauvais de manière absolue. Il existe une immense diversité de structures, des pires ménageries aux centres de conservation les plus sérieux. Le débat est beaucoup plus nuancé. Il est indéniable que certains sanctuaires et centres spécialisés jouent un rôle vital dans le sauvetage d'espèces au bord du gouffre. Ces structures, souvent fermées au public ou avec un accès très limité, se concentrent exclusivement sur la reproduction en vue de la réintroduction et sur le bien-être optimal des animaux. Mais pour les grands zoos commerciaux, la question se pose différemment. Le divertissement du public et la rentabilité économique ne prennent-ils pas souvent le pas sur la mission de conservation? La sélection des espèces est souvent basée sur leur popularité auprès des visiteurs plutôt que sur leur statut de conservation réel. Le spectacle prend alors le dessus sur la science. On veut voir des bébés animaux, des comportements amusants, sans se demander ce que cela implique pour les animaux eux-mêmes. Le zoo devient un théâtre dont les animaux sont les acteurs involontaires, condamnés à jouer le même rôle jour après jour. L'avenir des zoos dépendra de leur capacité à se réinventer radicalement. Ils doivent évoluer de simples lieux d'exposition vers de véritables centres de bien-être et de conservation. Cela implique des enclos beaucoup plus grands et complexes qui stimulent les comportements naturels. Cela signifie aussi de se concentrer sur des espèces locales, plus faciles à réintroduire, et sur des programmes de conservation qui ont un impact réel sur le terrain. L'éducation doit devenir immersive et interactive en utilisant la technologie pour montrer les animaux dans leur habitat naturel plutôt que de les exhiber dans des conditions artificielles. En tant que visiteurs, nous avons aussi un pouvoir, celui de choisir les établissements que nous soutenons. Il faut privilégier les sanctuaires reconnus et les zoos qui font preuve d'une transparence totale sur leur programme de conservation et le devenir de leurs animaux. Il faut se poser les bonnes questions: d'où viennent les animaux? Y a-t-il un véritable programme de réintroduction? Les conditions de vie semblent-elles respecter les besoins de l'espèce? Un zoo qui ne peut répondre à ces questions n'est peut-être qu'une prison dorée. Le débat est loin d'être clos. Il nous oblige à confronter notre relation complexe avec le monde animal. Voulons-nous des ambassadeurs de la vie sauvage qui inspirent le respect ou des prisonniers qui satisfont notre curiosité? La réponse que nous apporterons collectivement définira non seulement l'avenir des zoos, mais aussi notre propre humanité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne Sois gentil et juste pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et restez curieux.